Le 2e régiment d'infanterie de marine, le 2e RIMA, le fameux, est installé ici en Sarthe depuis 60 ans, mais il a déjà traversé 400 ans d'exploration, de conquête. Et pour vous faire vivre, auditeurs de RCF Sarthe, ces 4 siècles, je suis dans la salle d'honneur du 2e RIMA, ici à Champagné, en compagnie du sergent-chef Joseph Quinones. Bonjour. Bonjour. Alors là, nous sommes à l'entrée de la salle d'honneur et en face de nous, il n'était pas sartois, on a le cardinal de Richelieu. Pourquoi ? Donc le cardinal de Richelieu a créé le régiment et les troupes de marine en 1622. Ils sont embarqués dans les bateaux et débarquent et combattent à terre, d'où l'infanterie de marine. À ce moment-là, il y a combien de régiments et quel est le lien avec le RIMA actuel ? Il ne s'appelle pas RIMA, non d'ailleurs ? Donc non, il a eu plusieurs appellations. Et l'origine, c'est quand les troupes de marine ont été créées, il y a eu 3 régiments de l'infanterie de marine. Le 2 était basé à Brest. Et de Brest, il partait sur les différentes missions et conquêtes futures. Quelles étaient ces missions en quelques mots ? Alors les missions premières, c'était de débarquer, de garder les ports et les arsenaux militaires sur les territoires conquis et progresser, faire des missions d'exploration et voir ce qu'il y avait sur ce pays. Le cardinal Richelieu donc est bien présent dans la salle d'honneur du RIMA et juste à côté on a un mannequin, parce que c'est assez dur de décrire à la radio, avec une tenue d'époque. Tenue d'époque, oui. Donc là c'est pareil, cette salle d'honneur est riche de souvenirs, de prises et de cadeaux des familles pour le régiment et agrémenter cette salle d'honneur. Et là nous avons pareil, une pièce unique de la tenue d'époque, ce que l'on appelle les marsouins, puisque l'infanterie de marine, nous sommes surnommés les marsouins par les marins. Pourquoi les marsouins d'ailleurs ? Alors justement, les marsouins, le marsouin suit les bateaux et ne fait rien. Et nous, forcément, nous étions embarqués dans les bateaux et on ne faisait rien. Sur les bateaux ? Sur les bateaux. C'est une tenue d'époque qui a vraiment été portée à l'époque par un marsouin ? Tout à fait, oui. Tout à Avant fait. de retranscrire ces 4 siècles, vous aviez dit, c'est important de le rappeler, beaucoup des pièces qui sont exposées dans cette salle d'honneur, qu'on peut comparer, même si ce n'est pas visitable, on peut comparer ça à un musée, c'est à peu près le même principe. Oui, tout à fait, c'est le même principe, mais pour se nommer musée, il y a des conditions particulières, et ainsi de suite. Donc les régiments sont dotés de salles d'honneur. Les pièces vous ont été léguées par des familles ou directement par des militaires du RIMA quand ils partent à la retraite ? Alors oui, pour plusieurs choses. Donc il y a des pièces et des souvenirs ramenés sur les différentes missions que nous faisons depuis justement des siècles. Et ce qui est très important, puisque c'est aussi un lieu de mémoire et de passage et de transmission de mémoire à nos jeunes, beaucoup de familles nous contactent très très régulièrement et nous proposent des objets ayant appartenu à l'arrière-grand-père, au grand-père et ainsi de suite, ce qui nous permet à nous d'enrichir cette salle d'honneur et surtout, bien sûr, le devoir de mémoire, la transmission par l'objet. L'objet parle et a une histoire, et à nos jeunes, c'est très bien pour pouvoir continuer cette transmission. Donc, chef Joseph, on poursuit sur cette tenue. Ils avaient des tenues voyantes, parce qu'on ne parle pas de guérilla, on n'a pas besoin de camouflage. À l'époque, j'ai envie de dire, on se retrouve, voilà. On se tire dessus, oui. On finit à l'arme blanche. Voilà. Donc, le fait qu'ils soient en tenue bleue, rouge, bleue et blanche n'a aucune incidence, il n'y a pas besoin d'être camouflé. Non, justement, les méthodes de combat ont évolué au fil des siècles. Donc, on le voit justement en progressant dans cette salle d'honneur. Petit à petit, on a affiné, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas la quantité de morts. Aujourd'hui, on fait attention au potentiel humain. Et c'est vrai que quand on lit les combats qui se sont passés à l'époque, glorieux ou pas glorieux, quand même... la main d'œuvre se remplaçait plus facilement. Voilà, tout à fait. Les fameuses campagnes où on voyait d'ailleurs des affiches avec des soldats dessinés, habillés comme notre marsouin, engagez-vous. Engagez-vous. Vous aurez un salaire. Voilà, vous serez bien appointé. Donc on va poursuivre notre petit tour dans l'histoire des marsouins. Là, on change de siècle. Dès que le régiment a été créé donc, par le cardinal de Richelieu, donc en 1638, le régiment qui était basé à Brest est parti sur les différentes missions d'exploration et de conquête, et le régiment a été principalement envoyé en Chine, Indochine, Cochinchine. D'où justement toute cette zone de 1844 à 1870, il s'est retrouvé à Tahiti, Crimée, Baltique, Chine, Indochine. Et le premier nom de bataille inscrit sur le drapeau du régiment, qui en compte 16,
Donc le seul emblème en France à avoir 16 noms de bataille sur son drapeau. C'est un record. C'est un record. Et on y arrivera plus tard, là on est qu'au début de notre visite. Il devrait, en théorie, y en avoir plus. Voilà, 25 exactement. Là donc, c'est écrit Beaumarsund, Beaumarsund, première, 1854. Voilà, C'est une seule bataille. c'est une seule bataille. Voilà. Mais ça s'inscrit dans une campagne beaucoup plus large. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc à l'époque, on est déjà sur un deuxième RIMA. Ça s'appelle deuxième RIMA. 1854, oui, deuxième RIMA. Donc à participer à cette bataille qui était en Cochinchine, c'est quoi? C'est une conquête? C'est une conquête, voilà. Donc c'est là justement où le régiment, si je puis dire, commence à avoir une quantité de morts assez impressionnante. C'est une des batailles où justement il y a eu pas mal de morts. Ces morts étaient remplacés facilement à l'époque, on s'en doute, ça fait rêver de rentrer au RIMA. Mais à l'époque, bon, c'est pareil. Toute époque a eu ces gens qui voulaient réintégrer et tout. Mais il y avait surtout aussi. Il y avait des conscrits? Il y avait des conscrits, oui. Aussi, oui, parce que c'était l'époque du service militaire. Oui, mais différent. À l'époque, vous faisiez le service militaire, c'était 2 ans, voire 3 ans. Voire 3 ans. Et on pouvait faire son service militaire aussi au RIMA et être envoyé en Cochinchine. Voilà. Et donc, après, c'était un engagement, un engagement beaucoup plus long. Là, nous avons une lance chinoise avec un dragon gravé. Ça a été ramené par des soldats du RIMA. Voilà, prise de guerre. Puisque le régiment s'est retrouvé pendant 6 mois et demi en Chine. Donc forcément, Pékin, prise du palais impérial, ainsi de suite. Et ça fait partie des pièces uniques, pareil, de belles pièces que nous avons dans notre salle d'honneur. Autre moment tragique, mais connu de l'histoire de France, c'est la guerre du Mexique, sous Napoléon III. Et si je suis le parcours de la salle d'honneur, comment en douter, le deuxième RIMA y était. Oui, donc il s'est retrouvé, la guerre du Mexique de 1861 à 1863, et deuxième bataille inscrite sur le drapeau du régiment qui est Puebla. La bataille de Puebla. Et alors pareil, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ici vous avez une photo du colonel Charvet, dont la famille nous a donné, il n'y a pas si longtemps que ça, le portrait de famille dans son jus. Et bien sûr... Avec des décorations, des médailles. Voilà. Une décoration impériale, il me semble. Impériale, plus la médaille du Mexique que Napoléon III avait fait faire. Et son képi de l'époque, avec bien sûr les insignes, les aigles du 2. Pareil, qui sont aussi des belles pièces et des objets uniques. Oui, car pour nos auditeurs, il n'y a pas que des tenues ici, il y a également des insignes dorés qui représentent donc un aigle. Et tout ceci appartenait au colonel Charvet. Donc son arrière-petit-fils est aujourd'hui directeur d'école sur Orléans. Et c'est lui qui a transmis les pièces? Et c'est lui qui nous a transmis les pièces avec le diplôme remis par l'empereur Napoléon III à ce colonel. On poursuit notre parcours dans les 4 siècles d'histoire du RIMA. Un autre moment où on s'en doute qu'il y a eu énormément de pertes, pas seulement à la bataille mais à la guerre en général, c'est la guerre de 1870-1871 que la France perd face à la Prusse. Voilà. Le deuxième RIMA était présent. Voilà, le deuxième RIMA était présent. Et alors, on se retrouve avec la troisième bataille, Bazeilles 1870. Bazeilles, une bataille très importante pour nous, qui est célébrée là où il y a des marsouins, que ce soit en France ou à l'étranger, qui est fêtée le 31 août et le 1er septembre de chaque année. Fêtée de quelle manière? Fêtée, donc, cérémonie, déjà une première cérémonie militaire, avec la lecture des récits de combat de Bazeilles, et après, bien sûr, une cérémonie, le retrouvailles, cohésion, et ainsi de suite, chants, repas, avec le personnel actif, les anciens de l'arme, les officiers généraux, et ainsi de suite. Chef Joseph, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur cette bataille de Bazeilles? On voit que les marsouins sont en train de défendre une maison. Voilà, donc là vous avez le tableau qui représente la maison de la dernière cartouche. Donc ce tableau a été peint par Alphonse de Neuville, qui était le peintre aux armées de l'époque. Et le deuxième RIMA participe à ces combats, puisque il y avait plusieurs régiments sous le commandement de la division bleue. Voilà. Et justement, ici, dans notre régiment, il y a eu la deuxième compagnie et des éléments de la troisième compagnie qui ont participé à ce combat.
Là, on arrive, donc la Troisième République se met en place après la bataille, enfin après la guerre de 1870-71, et on voit que le RIMA, fidèle à sa réputation, donc de troupe d'infanterie de marine, a participé, retourne en ce qu'on appelait à l'époque Indochine, Cochinchine. Voilà, le Tonkin de 1882-1885, et en même temps, Formose, Madagascar, le Dahomey. Donc de 82 à 85 kilos au Tonkin, mais de 82 à 93, il se retrouve pareil à Madagascar, le Dahomey. Donc, mais c'est surtout, comme je vous disais, c'est énormément l'Indochine. L'Indochine, Cochinchine, on est très marqué par le pays asiatique. On ne peut pas décrire chaque pièce, mais là, notre œil est attiré par une assiette qui retrace des combats. Ce sont des soldats du RIMA qu'on voit ici, avec coiffés à l'asiatique d'ailleurs. À l'asiatique, oui, bien sûr. Coiffés à l'asiatique, et qui représente un combat lors de l'expédition du Tonkin. Donc c'est 1882, 1885 pour le Tonkin. Et toute cette partie-là, on va jusqu'en 1893. La France a longtemps été en guerre, et là, forcément, après la campagne du Tonkin, on arrive à peut-être celle qui a dû être la plus meurtrière, sans doute pour le RIMA, vous allez confirmer ou pas, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, la Première Guerre mondiale, alors de 1914 à 1918. Donc pour nous, une bataille qui a été très, très, très rude, où on perd énormément de soldats. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre 14-18, le régiment perd 12 000 hommes. Sur combien ? 12 000 hommes dans la totalité. Avant, si vous voulez, les compagnies, on était entre 3 000, les régiments étaient entre 3 000 et 4 000 hommes. Là, il en perd 12 000 ? Il en perd 12 000 dans la totalité de la guerre. En comptant le renouvellement des troupes, donc forcément. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, le régiment perd ses hommes, il est reformé dans des camps, comme le camp d'Auvour, et on les renvoie au combat. Et donc pendant cette période de la Première Guerre mondiale, on a 4 noms de bataille en plus. La Marne en 1914, Champagne en 1915, la Somme en 1916, l'Aisne-et-Verdun en 1917. Et le régiment reçoit 4 croix de guerre avec palmes. Donc vous pourrez voir les croix de guerre sont face à nous d'ailleurs. Voilà. Et donc là, quand vous avez une citation à l'ordre de l'armée, c'est que le régiment, on peut voir qu'il a fait plus qu'il ne fallait, quoi. Il a des exploits. Petite question, là, cette croix de guerre, donc il y a celle-ci qui a été donnée au régiment, qui est entreposée dans la salle d'honneur du 2e RIMA. Est-ce que chaque soldat qui a participé à ces batailles a également sa croix ? Ah ben alors après, ce sont des citations collectives pour le régiment, mais à l'intérieur des compagnies et des sections, effectivement, beaucoup de soldats ont eu des croix à titre personnel. À ce moment-là, où est basé le 2e RIMA ? Il est à Brest. Il est à Brest. Il reste toujours cette tradition de l'infanterie de marine à l'arsenal de Brest, on s'en doute. Voilà. Donc jusqu'aux années 1950, le régiment est resté à Brest. Dès sa création jusqu'à 1950, et après, il se retrouve basé en Algérie. Et juste avant, il part en Indochine. Là, c'est un casque que l'on a donc entreposé à la salle d'armes. C'est un casque à pointe, si vous me pardonnez. Un casque à pointe, un casque de soldat allemand. Qui a été capturé, tout simplement ? Tout à fait. Et à côté, par contre, on reconnaît la forme des casques français de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc là, avec la tenue du soldat de l'époque, avec son barda et sa capote. Capote en quel tissu ? C'était du tissu très, très, très épais. Très épais, oui, parce qu'on sans doute qu'il dormait dehors, il était comme hiver. Voilà. Mais c'est surtout que, comme je dis à nos jeunes, aller combattre avec ça, quand on voit les tenues qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. Puis dans des tranchées, dormir dehors. Courir, monter à l'assaut avec ce type de matériel sur soi, c'était quand même un peu... Ça, en voyant cette tenue, qu'on imaginait ce que les poilus ont enduré. On enduré et subi, quoi. Oui. Donc on poursuit notre tour dans ces 400 ans d'histoire du RIMA. Là, on a des carabines de Première Guerre mondiale. Voilà, alors là, en fait, sur cette partie, vous avez des carabines et des fusils, dont le fusil Lebel, avec ses différentes baïonnettes, donc de 1810 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc là, vous avez toute une collection d'armes très sympathique. Donc le fusil Lebel avec sa baïonnette. C'était facile d'utilisation ? Oui, facile. Pour l'époque ? Pour l'époque, oui, c'était facile, effectivement. Oui. Vous pouvez tirer combien de cartouches avec ? Ah ben voilà, justement, c'était 5 cartouches. Aujourd'hui, on en a 25 ou 30 dans les chargeurs, quoi. Aujourd'hui, le RIMA a des FAMAS encore ? Alors, il y a des FAMAS,
hein, parce que tout n'est pas éliminé, et on a le HK 416. On poursuit donc notre tour de la salle d'honneur. Là, on a un soldat, un marsouin, qui est plus légèrement vêtu. Alors là, on arrive sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça passe par l'Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, je vous ai coupé, excusez-moi, chef Joseph, qu'est-ce qui se passe pour le RIMA au moment de la défaite de 39-40 ? Eh bien, le régiment se retrouve à combattre sur le sol français pour essayer de repousser les Allemands et surtout soutenir les Anglais jusqu'à Dunkerque. Et arrivé là, bien sûr, le régiment s'est disloqué un peu partout. Des premiers soldats rejoignent le général de Gaulle à Londres, et surtout une grosse partie du régiment se retrouve aller en Afrique. Donc avec ceux qui étaient restés fidèles pour le maréchal Pétain, et une partie, puisqu'il y avait le début de la création de la France libre. Avec, entre autres, le général Leclerc. Voilà. Et donc, dans cette période, le deuxième RIMA se retrouve à être appelé deuxième bataillon des Français libres. Voilà. Il change de nom. Il change de nom. Puis, le régiment reçoit beaucoup plus de personnel qu'en temps de paix. Et il participe donc à différentes batailles de la campagne de libération qui commence, comme je le disais, par l'Afrique. Voilà. Avec, on pourra pas tout lister, El Alamein, très voilà, connu. Cube en 41, mais surtout El Alamein, sous les ordres du général Montgomery, puisqu'on était sous commandement anglais, dont la tenue... C'est vrai que la tenue fait très anglaise. Voilà, casque plat. Voilà, tout à fait. Et donc, cette tenue, les soldats étaient équipés de cette tenue pour l'Afrique. Chaussettes montantes, tenue beige, ça fait un peu teinté au Congo. Oui, c'est l'époque. Hein. C'est ça, c'est l'époque. Pour situer à nos auditeurs, bien sûr. Voilà, c'est ça, mais c'est justement la tenue qu'ils avaient. C'est peut-être le plus pratique pour combattre. Pour combattre dans le désert, c'est très pratique. Oui. Donc El Alamein, est-ce qu'on peut en dire deux mots, parce que c'est une bataille très connue. Il y avait également des légionnaires qui ont participé. Alors, il y a des légionnaires qui ont participé. Le RIMA, alors comme vous pouvez voir sur la carte. Donc les différentes, donc on était face aux Allemands, la Panzer 21e division Panzer du maréchal Rommel, et donc on avait pareil des Indiens de l'Inde, et le 30e corps d'armée, donc de la Grande-Bretagne, et le deuxième RIMA, disons la deuxième BFL, bataillon des Français libres. Une grande bataille, et qui a été aussi une victoire pour nous, quoi. Voilà, ça c'est la bataille qui a donné du courage à continuer le combat. Dans la même lignée, on a eu Tacruna face aux Italiens. Libération de la Tunisie, 43. Voilà. Et donc après, Pontecorvo en 1944, là, on arrive sur la campagne d'Italie. Après, avec le débarquement de Toulon en 1944. Campagne d'Italie qui a été coûteuse en hommes. Tout à fait. Là, il y a eu une très grosse perte. Pas forcément beaucoup pour le RIMA, mais pour le détachement des Français libres, ça a été très très dur. On pense notamment au sacrifice de nombreux soldats français, des tirailleurs marocains à Monte Cassino. À Monte Cassino, voilà, c'est juste à côté. Ça a été une bataille très 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 rude. On poursuit, donc là on va libérer le continent. Cette fois-ci on arrive à Toulon, débarquement de Provence. Le débarquement de Provence à Toulon, et là où on a le deuxième bataillon des Français libres, avec toute la division, puisque à l'époque, la première division des Français libres regroupait la deuxième BFL et les autres parties, donc les aviateurs, les marins, et ainsi de suite. Tout ça, c'était la division des Français libres qui a participé à la libération du territoire. Libération de Colmar, l'Alsace, c'est important parce que, petit rappel pour nos auditeurs, c'est le général Leclerc qui avait promis de combattre avec les forces françaises tant que la cathédrale de Strasbourg ne sera pas libérée. Voilà, ce que l'on appelle le serment de Koufra. Nous jurons de ne pas arrêter le combat jusqu'à ce que le drapeau français vole ou flotte sur la cathédrale de Strasbourg. À ce moment-là, donc, au moment de ce serment, où est le RIMA ? Certains sont déjà en Afrique. Un RIMA réorganisé. Ils sont déjà en RIMA organisé, sont déjà en Afrique, oui. Il y a des soldats du RIMA qui combattent également du côté du maréchal Pétain ? Non, justement, non. Donc, justement, tous ceux qui... comme je vous disais précédemment, les gens une partie est restée partie à Londres, et une deuxième partie a rejoint l'Afrique.
Et le reste a réussi à se faire démobiliser, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était une armée réduite en hommes, c'était à 100 000 hommes, je crois. Oui, voilà, tout à fait. On continue, là, quelles belles pièces on peut regarder. On a des masques pour se protéger du gaz. Du gaz, tout à fait. C'est quelle époque? Deuxième Guerre mondiale? Deuxième Guerre mondiale, mais bon, ce sont des pièces que l'on avait, qui ont servi pour le tout début de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a pas eu... c'était pas comme la Première Guerre mondiale, où justement il y a eu... de l'hypérite et des combats au gaz. Gaz moutarde, le fameux. Voilà, tout à fait. Dernière bataille de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille d'Otion en avril 1945. Voilà. C'est à quel endroit? Donc la bataille d'Otion, c'est du côté c'est dans la Méditerranée, donc pas très loin de l'Italie. Parce qu'on a, au niveau de la progression, on a eu Colmar, mais on avait encore des éléments au niveau de la bataille d'Italie. Donc le RIMA combat sur... il s'appelle pas RIMA d'ailleurs, il s'appelle à ce moment-là... RIM. Voilà. Il combat... Deuxième bataillon des Français libres. Il combat dans deux endroits différents, il est scindé en deux? Oui, tout à fait. On a à peu près une idée des effectifs à l'époque? Les effectifs, c'était 4 000 à 5 000 hommes. Comme je vous disais, là aujourd'hui on est à peu près à 10 compagnies. Aujourd'hui, à l'époque c'était 29 compagnies. Aujourd'hui on a combien d'hommes au RIMA à peu près en comptant les réservistes? On est à entre 1200 et 1300. On poursuit donc une belle tenue parce que là on va arriver à la guerre d'Indochine, le RIMA n'est pas resté oisif très longtemps. Là on a une tenue qui ressemble déjà plus à la tenue d'un soldat moderne. On a du kaki, on a un fusil mitrailleur, assez court d'ailleurs. Voilà, donc le pistolet mitrailleur. Donc là vous êtes devant un soldat d'Indochine. Donc, voilà, avec son chapeau... son chapeau jungle, son sac à dos d'époque, et la tenue avec les pattes au gaz, le PM... Et donc ce qu'on appelle le brelage, sac de brelage, donc avec les chargeurs qui sont chargés à l'avance pour. Voilà, qui sont chargés en avance pour être prêts au combat. C'est un vrai pistolet mitrailleur. Ah oui. Tout est vrai. Tout est ici. Il n'y a pas du faux et du toc. Tout est vrai. Tout est utilisé. Mais bien sûr démilitarisé, très important. Ça passe à un banc d'essai à Saint-Étienne et les armes sont démilitarisées. Parce que Saint-Étienne, c'est là où il y a les manufactures d'armes françaises. Voilà, et c'est le seul banc en France qui démilitarise les armes. Donc notre soldat de la guerre d'Indochine, qui est vêtu en tenue jungle, on peut en quelques mots dire ce qu'il a vécu. On voit là, dans les pièces exposées un sabre qui a été pris à l'ennemi. Voilà, tout à fait. Donc l'Indochine, c'est 1947-1954. Mais ça compte comme une seule campagne, on va dire. Voilà. Parce que à l'intérieur d'Indochine, on a eu beaucoup de combats. Il y a eu des postes qui ont été pris. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais pour revenir au drapeau, on met la totalité Indochine 1947-1954. Chef Joseph, vous êtes rentré au RIMA en quelle année? Alors, je suis rentré le 2 juillet 1984. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des anciens ou des membres de l'amicale qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine. Vous avez connu des anciens? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? J'ai connu des anciens de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine et d'Algérie. Et j'ai pu partager énormément de choses avec eux, et de souvenirs et d'histoire, puisque je suis passionné d'histoire et d'histoire militaire. Ce qui fait que je me retrouve à ce poste-là avec très grand plaisir. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, ces anciens? Vous savez, les anciens, puis ceux qui ont vécu, chacun a vécu son histoire et les différentes choses, mais ils étaient très humbles, et il y a des choses qui se racontent que entre militaires parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais si vous voulez, ils n'étaient pas très éloquents et très expansifs de ce qu'ils avaient. Mais on savait quelle bataille, qu'est-ce qu'ils avaient sur lesquelles ils avaient participé, puisque dans mes archives au niveau du régiment, j'ai les journaux de marche de ces époques. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir des choses retranscrites et de voir la personne à côté de vous. Donc il y a quand même une séquence émotion qui était très sympathique. Il y avait une forme de pudeur peut-être? Oui, beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Mais de toute façon, nous, comme on sait lire sur les décorations, donc voilà, là vous avez d'un adjudant-chef qui a fait l'Indochine et l'Algérie. Il a la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre avec 2 citations, la croix de la valeur militaire. Donc voilà, nous on sait lire sur ça et on sait que cette personne a fait des choses militaires. Ça s'appelle encore le RIC à ce moment-là? Donc il y a le RIMA, c'est le RIMA. Voilà, il est déjà transformé en RIMA là déjà. Et il est basé à Brest toujours? Toujours à Brest. La suite des aventures du 2e RIMA avec le sergent-chef Joseph Quinones. Semaine prochaine, même heure dans Trésor de Sarthe sur RCF.